Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre votre magazine littéraire C'est écrit. Ce soir, nous sommes installés dans la bibliothèque du centre d'études Badea à Bobo-Dioulasso. Je reçois Sid Lamine Salouka, nouvelliste, romancier, critique littéraire et critique de cinéma. Sid Lamine Salouka nous apporte les nouvelles du Kuntara. Son dernier recueil de nouvelles, le Kuntara ou la République imaginaire du non-sens, c'est le lieu où de gens simples sont en quête d'une simple destinée humaine, alors que le cynisme des puissants les maintient en marge de la société. Avec les nouvelles du Kuntara, nous sommes en plein dans l'absurde. Sid Lamine Salouka, bonsoir. Bonsoir, Fouzeni Kindo. Vous êtes professeur de lettres, vous êtes un féru de littérature orale et de cinéma et merci de répondre à notre invitation pour venir discuter de votre œuvre, les nouvelles du Kuntara, mais également de la littérature que vous adorez. Votre première œuvre, ce n'est pas les nouvelles du Kuntara, vous avez déjà publié dans un ouvrage collectif un recueil de nouvelles du Burkina Faso, volume 1, sous le pseudonyme Kouka Isidore Rawelge. Et la nouvelle s'intitulait Le bois qui éclaire. Pourquoi le stéréonyme et pourquoi la nouvelle? En fait, Rawelge signifie en moré ne divise pas, n'ostracise pas. Et Kouka, c'est le prénom traditionnel du puîné des jumeaux. Et moi, je suis né après des jumeaux. Isidore, je suis né un 4 avril. Et le 4 avril, c'est la Saint-Isidore. Ces trois noms rassemblés signifient que la venue d'un être au monde est une question de contingence. Il ne faut pas s'en prévaloir. Si par exemple mes parents étaient dans la religion traditionnelle, je me serais appelé Kouka. S'ils avaient été des catholiques par exemple et qu'ils avaient consulté le calendrier, ils m'auraient appelé Isidore. C'est pourquoi je dis Rawelge ne divise pas, n'ostracise pas les gens en fonction de leur origine. Et le bois qui éclaire? Le bois qui éclaire est une plaquette qui rassemble trois nouvelles. C'est Farma Bakande, Zuluango et Vadpokola Blanche, qui avait été primé à la SNC 2002. Oui. Donc à la SNC, on concourt avec trois nouvelles. Donc c'était ces trois nouvelles-là, je leur avais donné ce titre, Le bois qui éclaire, qui est, disons, un vers que j'ai tiré d'une des nouvelles qui s'appelle Vadpokola Blanche. Oui. Et les nouvelles du Kuntara, la plupart c'est un recueil de 7 nouvelles. Oui. Et la plupart, pour ne pas dire la grande majorité des nouvelles, ont été primées également à la SNC 2014. Vous avez eu le premier prix en nouvelles. Oui, effectivement, il y a 3 nouvelles qui ont été disons, primées à la SNC 2002 d'abord, et 3 nouvelles qui ont été primées à la SNC 2014. Et j'ai ajouté une 7e nouvelle pour faire un chiffre quelque peu rond selon la tradition africaine. Oui, selon la tradition africaine, le chiffre 7 a une symbolique, c'est le chiffre porte-bonheur. Oui, c'est le chiffre, c'est 3 pour les hommes, 4 pour les femmes. Donc ça fait une unité. Les nouvelles du Kuntara, c'est d'abord le Konoku, la première nouvelle, qui est l'histoire de Long Bill, un chauffeur de son Altesse, un maillant, un puissant du moment. Et Long Bill, pour plaire à son Altesse, est obligé de sombrer dans la bassesse. Non, en fait, Long Bill, c'est d'abord un jeune homme qui est à la recherche d'un père et qui admire son patron. Il est le chauffeur d'un gars très riche et d'une personne qui apparemment trempe dans une certaine mafia. Et Long Bill l'admire parce qu'il est puissant. Et pour Long Bill, c'est la figure du père. Et tout ce qu'il fait rentre dans la volonté de faire plaisir à ce monsieur-là. Et malheureusement, il va arriver à désigner un personnage qu'il rencontre fortuitement dans une station d'essence. Salia. Oui, Salia. Le fonctionnaire de Brousse. Voilà, qui est un fonctionnaire de Brousse, qui est venu, qui a une mise un peu dépareillée. Et ce monsieur-là se trouve qu'il a des acquaintances, des relations antérieures avec
Son Altesse. Son Altesse. Et donc, ils vont faire la fête ensemble. Et malheureusement, il se trouve que... Dans un maquis qui s'appelle l'œil du cyclone. L'œil du cyclone. Voilà, un maquis qui s'appelle l'œil du cyclone. Symboliquement, l'œil du cyclone, c'est l'endroit du cyclone où on se trouve le plus à l'aise. Le centre du cyclone est là où tout est calme. Donc, autour, il y a l'agitation, il y a les toits qui volent, etc. Il y a des vents à des centaines de kilomètres heure, mais il y a zéro pression à l'œil du cyclone. Donc, symboliquement, cet endroit-là, qui est le fief de son Altesse, c'est de là qu'il régente sur le monde. Même s'il y a des troubles dans le monde, rien n'arrive à l'œil du cyclone. Et Longue Bill, pour plaire à son père adoptif, si on peut le dire ainsi, est quelque peu contraint de commettre des crimes. Incidemment, Longue Bill ne veut pas au départ tuer. Il va tuer une personne. Mais au départ, il ne veut pas tuer. Mais par un système d'engrenage, il se trouve un peu contraint de tuer pour sortir son patron d'affaires. Et en même temps, se rapprocher symboliquement de lui en devenant un dur. Il se trouve qu'il y avait d'autres paramètres, notamment une femme, tout à fait, Hélène, qui va jouer un certain rôle parce qu'on va soupçonner ou accuser Longue Bill de faire la cour à Hélène, qui est la favorite de son Altesse. Et finalement, ce qui va courir à sa perte. Oui. En fait, la nouvelle, c'est ça. C'est arriver à trouver une crise dont la chute se fait de façon abrupte. Donc, il faut une personne qui va, quelque part, porter cette crise qui peut être une crise, généralement une crise sociétale. C'est-à-dire que l'individu, il est le symbole de la crise dans laquelle la société est. En dehors du Konoku, il y a également la nouvelle Vadpoko, la Blanche, qui est l'histoire de cette femme digne, qui se respecte, qui veut imposer également le respect autour d'elle et qui, à un moment donné, est contrainte de partir avec quelqu'un qui a perdu sa dignité. Au départ, il y a un fait divers qui est connu dans tout le Yatenga. C'est un émigré, un natif de la contrée qui était parti en Côte d'Ivoire, qui revient et qui tombe sur la fête du village. Mais il est tellement émoustillé, il est tellement pris par la joie de retrouver sa culture qu'il rentre dans la ronde de danse en oubliant de remonter sa braguette et il est la risée de tout le monde. Mais dans la réalité, cette histoire qui est connue de tout le monde ne m'intéresse pas. À côté de ce personnage Koudbi, je crée un autre personnage qui est Vadpoko et je dis, bon, parce que généralement quand les émigrés reviennent, ils viennent aussi pour prendre femme dans le terroir. Et là, il y a une femme qui a été élevée selon tous les préceptes de la société traditionnelle. Oui, la tradition Mwaga. Voilà, la tradition Mwaga, où tout est fait de respect et de respectabilité. Et à partir du moment où son fiancé est ridiculisé, elle dit qu'elle n'en veut plus. Alors qu'elle avait jusqu'à 22 ans. Elle avait attendu jusqu'à 22 ans. Et 22 Ce ans qui dans n'est la pas société, courant dans la société. Oui, généralement, voilà, on marie les filles autour de 16 ans. Et elle attend, selon le désir de ses parents, du patriarche de son clan essentiellement, elle attend que son fiancé revienne parce que c'est celui-là à qui le clan l'a destiné. Maintenant, elle dit, mais maintenant qu'il n'a plus de valeur, pourquoi voulez-vous que je l'épouse? Et elle va encore plus loin.
elle refuse que de porter les enfants de cet homme-là. Donc, c'est un peu la situation Et elle de la femme. estime que son ventre de femme est indigne Oui, de porter la progéniture Oui. d'un homme indigne. oui. En fait, c'est la crise qui va, c'est un hiatus entre le discours traditionnel et le comportement des gens. Parce qu'en même temps, ces hommes qui tiennent ce discours-là, qui l'ont élevé dans ces valeurs-là, l'obligent à aller avec ce monsieur parce qu'il a de l'argent. Il y a un peu de la contradiction entre ce que nous sommes en tant qu'humains, en tant qu'hommes, et la société dans laquelle nous évoluons. Les valeurs ne sont pas souvent respectées comme il se doit. On a souvent l'impression que la société traditionnelle, tout est lisse, tout est non, et que c'est l'Europe qui est venue nous poser des problèmes. Non, dans la société traditionnelle elle-même, il y a des problèmes. Et cette vision traditionnelle-là, déjà, le décalage entre le discours et les faits pose problème, et une personne qui a été éduquée dans ces valeurs-là, elle-même se retrouve en porte-à-faux avec les tenants de ce discours-là. Il y a également la nouvelle Pharma Bakandé, l'histoire de Pharma Bakandé, mais aussi l'histoire de Diéné Bamba. Oui. Et là, ce qui est intéressant, on a deux narrateurs. Un premier narrateur et ensuite un second. Et on a un style assez éclectique, on va y arriver. Mais ce qui est intéressant également, c'est certainement cette histoire qu'on veut coller forcément à Diéné Bamba, où on veut qu'elle soit une femme d'une certaine moralité. Oui, je voudrais d'abord rendre hommage à l'émission Barodeni de Keita Sonteré Adama, parce que cette histoire m'est venue de Barodeni en 1999, quand on m'a affecté dans la ville de Bourg-du-Lasso, et j'écoutais l'émission Barodeni, et on était autour du thé. Et c'est l'histoire d'un vieux qui est venu raconter cette histoire, ce dilemme qu'il avait. Il a épousé à un certain âge une jeune fille, une troisième femme. Et sa première femme, qui était d'un certain âge, a demandé à se mettre en retrait. Voilà, se mettre en retrait. Hein, voilà ce qu'on dit en Djola, à ce qu'on Uka la labla. retire de la cuisine. Donc, ça faisait plaisir à tout le monde. L'homme, vu son grand âge, avait moins de travaux nocturnes à effectuer. Oui, moins de corvée. Oui. Et les deux femmes aussi étaient, ça équilibrait quelque peu les choses. Mais la première femme est revenue. Quelques années après. Non, pas quelques années, au bout de quelques mois, elle est revenue, elle dit qu'il faut qu'elle reprenne sa place dans l'organisation du ménage. Et sur ce, les deux autres disent, deux premières ont dit, voilà, si c'est ainsi, nous on se retire, on divorce. Voilà, donc c'est le dilemme de ce vieux, et les gens appelaient à la radio pour donner leur point de vue. Et nous qui étions en train de boire du thé, nous aussi, nous discutions. Et là, il y a quelqu'un qui a donné cette phrase, est-ce que cette femme n'est pas folle? Et à partir de là, moi, j'ai brodé autour. Et j'ai créé ce personnage de Diéné Bamba, hein, qui est en opposition avec la... Que de quoi on peut qualifier d'une nymphomane? Nymphomane, je ne pense pas. Je crois qu'elle se défend. C'est une jeune fille, une jeune fille d'autour de 16-17 ans, qu'un sexagénaire épouse. Et elle ne veut pas de ce ménage. Et elle se bat avec toutes ses armes. Et sa première arme, c'est sa féminité. Elle va mettre le vieux Khalifa Benké en danger. Et quelque part, comme dit un des narrateurs, elle va faire exploser la cour de Khalifa Benké. Il y a aussi, on termine, on ne va pas parler de toutes les nouvelles, mais on termine par Zuluango. Zuluango, qui une jeune fille obligée d'arrêter ses études parce qu'elle est tombée enceinte, mais qui porte son père, qui la désavoue en respect, pour ne même pas dire
et qui divinise à la limite son père, malgré le forfait qu'elle a commis vis-à-vis des traditions. Oui, Zulongo fait le trait entre la société traditionnelle et une société moderne hyper occidentalisée. C'est sûrement une élève des années 70-80 qui vient en ville et qui est à l'internat pour faire le collège et qui tombe enceinte d'un garçon de la haute bourgeoisie. Une bourgeoisie qui en même temps prétend vouloir développer la femme puntareuse, se trouve carrément en déphasage avec cette société-là, au point que, étant des Mossé, ils ne parlent pas moré. Donc, Zulongo est bannie du clan familial alors qu'elle espère que le père qui est roi, qui est chef, va lever ce tort de bannissement. Malheureusement, le père meurt. Et on le remarque, Sid Lamine Salouka, je l'ai dit d'entrée d'émission, en intro, qu'on est en plein dans l'absurde dans votre recueil de nouvelles. Et si on considère que l'absurde peut être une sorte de contradiction entre l'homme et le monde, on le remarque également dans vos personnages. Il n'y a pas de héros en tant que tel. Un critique a même osé dire qu'il n'y a que des héros. Comme on le sait, la réalité est souvent plus absurde que la fiction. Quand on arrive, je ne sais pas, à tuer très fréquemment, tous les jours, pour de l'argent. Longueville tue pour de l'amour. Il tue par amour pour son Altesse, qui est son père, quelque chose de putatif. Voilà. Mais son Altesse tue tous les jours pour l'argent, comme cela se fait tous les jours. Donc, dans la réalité, il y a toujours des faits absurdes. Si on prend une nouvelle comme le meeting de Zentenga. Benedo, oui. Ce naïf qui porte en amitié un député et qui oublie que souvent ces hommes politiques n'ont Dieu que pour leurs intérêts. Oui, mais oui, au-delà de cette amitié, il y a la question de l'eau potable à apporter au village, aux populations paysannes. Et il y a là un homme politique qui va dans un village où les gens boivent l'eau des mares. Il va amener de l'eau dans une citerne et qu'il va déverser cette eau-là dans les puits du village en disant qu'il résolvait la question de l'eau. En fait, l'absurde, ce n'est pas ce qui est dans les livres. L'absurde, c'est la vie réelle. Et l'écrivain ne fait que, quelque part, dire ce qui se trouve dans la vie réelle. Et dans la nouvelle, les gens de bien, on le voit, vos personnages, comme, j'en oublie, vous prenez... Varan libidineux. Libidineux, oui. Ou encore... Truc suffocante, qui profite de la misère, pour ne pas dire du malheur, de Madeleine. Ici, il s'agit du sida. Il y a une femme qui est malade, qui est à l'article de la mort, et il y a 3 personnes qui viennent lui rendre visite au nom de la nation, au nom du ministère où son mari a travaillé. Et la première personne, elle cherche des honneurs. La deuxième personne, au nom d'une certaine religion, la condamne sa vie passée. Parce qu'en disant quelque part, si tu as le sida, tu l'as mérité par ton comportement. Et ce qui pose un problème par rapport à la religion chrétienne, qui dit ne juge pas, aime l'autre comme toi-même. Et elle crée l'ostracisme. Et la troisième personne,
elle trouve qu'il y a là un filon. Il y a là un moyen de se faire de l'argent sur la misère, sur la mort des gens. Donc, voilà. Et ça, non plus, que ça, c'est une réalité. Oui, pour vous, l'absurde n'est pas si absurde que ça. Non. Et on a même comme l'impression que les nouvelles racontées dans votre recueil et qui se déroulent dans un lieu imaginaire qui s'appelle la République du Kuntara, le non-sens, à la limite, sont souvent des histoires sensées. Oui, le non-sens, c'est notre comportement ordinaire. Le non-sens, c'est comment chaque jour, nous avons des actions qui sont contraires au bon sens. Et donc, pour vous, c'est un peu comme Camus le dit, l'absurde n'est pas dans l'homme, ni dans le monde, mais dans leur présence. Oui, je n'ai pas la prétention d'être un philosophe, mais je trouve que c'est assez bien résumé. Sidi Lamine Salouka, il y a également le thème du délabrement profond de la société qui domine les 7 nouvelles de votre recueil. Je ne suis pas un moraliste. Je n'écris pas pour donner des leçons à la société. Il y a des gens qui sont qualifiés pour ça. Mais il y a quelqu'un qui a dit que les peuples heureux n'ont pas de littérature. Pour faire une nouvelle, il faut qu'il y ait une crise, il faut qu'il y ait un problème. Donc, je regarde dans la société, je peux être assis, je regarde des gens passer et j'imagine où peut être la crise. Et si cette crise-là est ressentie par le lecteur, ou bien si j'arrive à révéler une crise que le lecteur n'a pas vue, bien j'en suis heureux. Et vous utilisez une langue simple, sans être simpliste, pour raconter vos histoires. À la limite, certains critiques l'ont dit, vous utilisez une écriture visuelle, à la limite cinématographique. Est-ce que c'est une nostalgie de quelque chose que vous avez raté? Ce que je voulais au départ, quand j'étais au lycée, c'était être cinéaste. Bon, je n'ai pas été. Mais il y a aussi, par exemple, quand vous prenez une nouvelle comme Pharma Bakandé, Oui. ou bien quand vous prenez On a un style karma griotique. oui, ou bien quand vous prenez une nouvelle comme le Konoku, Où c'est vrai que c'est d'abord par un style, séquence. voilà. Oui. C'est un peu policier, Oui, le un texte, peu voilà. comme une série policière, Voilà, mais en même temps, la langue, on a des phrases longues, mais qui n'en demeurent pas moins. C'est pas comme, par exemple, dans la nouvelle Zuluango, où vous avez des phrases courtes. Voilà. Oui, en fait, Expliquez-nous. c'est vrai que si on prend la nouvelle Vatpoko la Blanche de Zuluango, et le rythme, le phrasé est tout à fait différent. Zuluango, on a un récit enchâssé avec 2 narrateurs qui utilisent le style griotique. On va même à certains niveaux à des envolées épiques dans l'art oratoire. Oui, surtout dans Pharma Bakandé. Oui, c'est parce que j'aime le conte, c'est parce que j'aime la parole. Il m'arrive des fois. Je l'ai dit en intro également, vous êtes un féru de littérature orale. Oui, 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 tout à fait. Il m'arrive. C'est certainement une déformation. Non, ce n'est pas une côté. déformation. J'ai toujours aimé le conte. J'ai toujours aimé les gens parler dans nos langues nationales. Dans nos langues nationales, Pharma Bakandé, je l'ai pensé en djoula pour l'écrire en français. Et j'aime que ce soit des prédicateurs, que ce soit des griots, je les écoute abondamment. Et je trouve de la richesse, je trouve de la beauté poétique très profonde, cette poésie orale que j'aime tant dans leur façon de parler. Mais j'ai aussi un recul par rapport à la société traditionnelle. C'est pourquoi, dans Pharma Bakandé, le discours tenu par ces 2 hommes-là est un discours qui est faux à la base. Parce que, au nom d'une certaine tradition, il contribue à détruire une jeune femme. Donc, il y a ces 2 éléments à la fois. J'aime ma culture.
je suis passionné de cette culture, en même temps, je suis critique vis-à-vis de la Cette société. culture. Et d'où vient cette obsession de la description? À la limite, c'est obsessionnel pour vous quand on prend le personnage de Konoku. Vous n'allez pas du dos de la cuillère pour... Ah non, c'est pas moi, ça c'est le narrateur. Mais le Ça, c'est narrateur, Longueville entre le narrateur et l'auteur, souvent la Non, non, non. limite En fait, c'est ce qu'on appelle peut-être au cinéma une vision avec. C'est-à-dire que moi, écrivain, je vois à travers le personnage de Long Bill. Et Long Bill a une histoire. Et je ne fais que raconter ce que Long Bill dit. Long Bill trouve que le personnage de Salia est détestable et il le dit avec ses mots. Moi, je ne fais que... je suis juste le script de Long Bill. Et vous l'avez dit, vous avez peut-être à un moment donné voulu être cinéaste, mais c'est aujourd'hui le cinéphile. Oui, c'est le cinéphile. On voit vraiment des éléments de cinéphilie qui parcourent comme ça certains textes. C'est vrai que j'aime aussi la photographie, j'aime les arts plastiques. Donc, quelque part, quand on décrit, on dessine. On dit bien faire le portrait. Mais moi, je fais le portrait avec des mots. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission où on peut trouver le livre ici à Bobo Dioulasso et à travers le Burkina. Le livre à Bobo Dioulasso se trouve au niveau de la librairie Diakfa. Il fait 3000 francs. Et au niveau de Ouagadougou, à Diakfa et à Mercury, au même prix. Voilà. Sid Lamine Salouka, merci d'être venu parler de votre nouvelle, les nouvelles du Kuntara, votre recueil de 7 nouvelles. Mais avant de se quitter, je voudrais vous recommander ces ouvrages qui viennent de paraître, Par-dessus la barre haute, de Jean-Baptiste Natama, un nouvel leadership africain, au Burkina précisément, où la masse critique de nos intellectuels semble faible. Cet intellectuel burkinabé nous propose ici une vision de l'avenir du Burkina Faso, qui est une vision d'un pays uni, mais aussi d'un peuple qui est au cœur de toutes les actions de développement. Il y a également William Kombari qui vient de nous publier le verdict du sable. Là, c'est plus vrai. Parce que l'autre, j'ai peur que son analyse soit ensablée. Ensablée, tout à fait. Ensuite, il y a également Aboudou Sawadougou aux éditions Éduc-Afrique, Le salaire du mensonge. Et il y a un journaliste qui est aujourd'hui à la retraite, David Barry, que vous avez connu certainement. Il a été directeur de la Volta Vision. Il a été également récemment conseiller au CIRTEF, le Conseil international des radios et télé d'expression française, qui nous gratifie de ses mémoires à travers cet essai Quelle Afrique pour les jeunes, pratiquement une merveille qui nous donne beaucoup de choses à voir. Et enfin, toujours William Kombari, avec le mariage militaire qui est en quelque sorte une brochure qui nous détaille le mariage de militaires, pour ne pas dire le mariage des militaires qui est souvent vu avec un peu de curiosité du grand public. Voilà, c'est des nouvelles publications dont on peut se procurer et qui procurent également du plaisir pour leur lecture. Juste pour terminer, un mot. Je voudrais remercier la télévision nationale et je voudrais vous remercier pour cette émission qui fait beaucoup pour la littérature burkinabé. Je parle ici peut-être en tant que critique. À chaque fois qu'on parle d'un écrivain burkinabé, on parle d'une littérature qui est toujours en naissance. Et c'est le devoir de tous ceux qui écrivent, de tous ceux qui lisent, de parler de cette littérature. Et comme je le dis, il faut inviter les gens à lire et à écrire sur les livres des Burkinabés. Voilà, c'est tout pour l'émission de ce soir. Je rappelle que nous étions installés dans la salle de lecture ou des livres de la bibliothèque du Centre d'études Badea à Bobo Dioulasso. Merci au père Rabier pour cette hospitalité à nous offerte et pour tenir les numéros de notre émission. Merci à vous également pour votre attention à cette émission et à une prochaine pour d'autres numéros de cet écrit. Au revoir.